Bonjour, bienvenue sur Flip, c'est Serge et aujourd'hui je suis avec Marine et Julien. Bonjour Marine, bonjour Julien, est-ce que vous pouvez vous présenter? Moi, je suis Julien Folini, j'ai 34 ans. Je suis un entrepreneur français dans le secteur de l'Internet et du digital. Je suis installé en Thaïlande depuis bientôt 7 ans et je suis le cofondateur de 3 sociétés, dont Somtam Labs, dont on va parler aujourd'hui. Sur le plan un peu plus personnel, donc à la base, je suis originaire de la région de Lyon, un parcours classique, bac scientifique, prépa HEC, et puis diplômé d'une grande école de commerce. J'ai commencé ma carrière dans des grands groupes en France. C'est pas forcément ce que j'attendais et finalement c'est ça qui m'a poussé un petit peu d'aller vers autre chose. En fait, j'ai réalisé que c'était pas fait pour moi. Donc au bout de 2 ans à Paris, j'ai décidé de prendre mon sac à dos et direction l'Asie du Sud-Est pour filer en fait vers mon rêve qui était le voyage dans un premier temps et puis l'entrepreneuriat. J'ai eu la chance à mon arrivée de rencontrer Max, mon associé depuis plus de 5 ans, avec qui j'ai co-créé 2 premières sociétés qui sont toujours en activité. Et puis il y a 3 ans, on a rencontré Marine, avec qui on a décidé de lancer l'aventure Somtam Labs, qui est une agence digitale qui crée des sites internet et des applications mobiles. Très bien. Et toi Marine? Donc moi c'est Marine Molinier, j'ai 29 ans. Alors moi je suis originaire de Paris, mais j'ai surtout grandi à Bordeaux et fait une partie de mes études dans le sud. J'ai commencé à travailler comme chef de projet dans le secteur IT juste après mes études, à travers une expérience que j'ai eue à Paris dans une start-up que j'ai aidé à se développer, qui était spécialiste du développement d'applications web et mobile. Donc voilà, c'est là que j'ai un peu tout appris. Et après 3 ans à Paris, j'en ai eu marre et j'ai voulu voir d'autres horizons. Et un peu comme Julien, j'ai fait mon sac à dos et j'ai trouvé quelques contrats que je pouvais gérer à distance et en freelance. Je suis partie voyager en Asie du Sud-Est pendant près de 1 an et demi. Je me suis baladée en Thaïlande, Cambodge, Vietnam, Laos, etc. pendant 1 an, presque 2 ans. Et effectivement, sur la route, j'ai eu l'occasion de rencontrer Julien et Max. Et quelques mois après notre rencontre, ils m'ont proposé de les rejoindre pour développer l'aventure Somtam Lab, cette agence digitale qu'on développe depuis 2-3 ans maintenant. De mon côté, j'ai eu la chance et le plaisir de voyager depuis que je suis toute petite. Donc être en mouvement, ça fait un peu partie de mon credo et j'aime ça et j'espère continuer à le faire et notamment avec un travail qui me plaît en on-side comme c'est le cas aujourd'hui. Très bien. Justement, on va parler de Somtam Lab. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus de cette agence? Donc Somtam Lab est une agence spécialiste du développement web et mobile. On propose donc des services de développement pour des plateformes comme des applications mobiles, des sites internet, des supports intranet à l'intérieur des entreprises. Voilà, toute société aujourd'hui qui a besoin de se digitaliser, de mettre en avant ses services et produits à travers un support digital comme une app et un site internet, peut se tourner vers nous et demander ce qu'on les accompagne dans leurs besoins. Donc aujourd'hui, on rencontre un client, on va définir avec eux ses besoins, travailler sur toute cette partie-là, réaliser tout le développement avec le client et nos développeurs. De A à Z, on est présent dans la création du projet jusqu'au déploiement du support sur les stores ou online pour le rendre au public. En parallèle, on fait également de l'accompagnement au niveau de l'expérience utilisateur et du design. Donc l'expérience utilisateur, en 2 mots, c'est comment faire en sorte que l'expérience de l'utilisateur sur une application mobile, un site internet, soit optimisée. Donc ça, c'est évidemment un service que l'on propose également, puisque dans tous les projets que l'on développe, c'est une partie très importante. Et on fait également toute la partie design, créa, etc., selon les besoins des clients. On s'accompagne aussi de collaborateurs et de partenaires à Bangkok qui vont pouvoir nous aider à répondre à certains besoins spécifiques sur de l'illustration vraiment spéciale, de la 3D, du développement jeux vidéo, etc. Ce qui nous permet aujourd'hui de répondre à une demande vraiment très large en ce qui concerne nos clients. Qui sont justement les clients de Somtam Labs? Au lancement de Somtam Lab, notre objectif était essentiellement de cibler le marché français, notamment parce que par la géolocalisation de notre société aujourd'hui, on a la possibilité de proposer des tarifs très compétitifs en termes de développement, d'UX et de design, tout en gardant une qualité premium de nos services. Puisque, comme je disais un peu plus haut,
Bangkok reste le cœur technologique de l'Asie et on a vraiment des forces en termes de ressources humaines techniques ici qui sont très intéressantes pour travailler avec. Donc au départ, c'était le marché français, les petites et moyennes entreprises essentiellement, les startups, qui avaient besoin d'un nouveau site internet pour développer leur marketing, qui avaient besoin d'une application mobile pour répondre un nouveau service de livraison, tout type de services, mais petites et moyennes entreprises en France. Pendant la deuxième année de la structure, en fait, de nouveaux contacts plus basés en Thaïlande sont arrivés. On est assez content, notamment grâce à effectivement notre intégration dans la communauté internationale ici, qui fait que on peut développer notre réseau avec des clients directement basés en Thaïlande. Donc, on parle ici à la fois de boîtes thaïlandaises, moyens et grands comptes, en fait, et également, de plus en plus, on a des nouvelles propositions pour des projets de grands comptes qui ont leur siège basé en Thaïlande, par exemple. Donc là, on va être plutôt sur des services, de digitalisation interne. C'est des plus gros projets, et ce qui est également très intéressant. Donc aujourd'hui, on vise large, si je puis dire, avec à la fois de la clientèle française, mais également internationale, si l'opportunité se présente. Très bien. À quel moment vous avez flippé ? Le flip pour nous, c'était le lancement, je pense, de cette société. Et donc, je dirais que le moment qui a constitué ce geste entrepreneurial, c'est un concours de circonstances, de facteurs et de rencontres. Premièrement, je pense qu'au bout de 3 ans ici en Thaïlande, on avait besoin en fait de retrouver un petit peu des relais de croissance, de créer de nouvelles choses. Et puis avec Max, on a postulé en fait sur une licence un peu particulière du gouvernement thaï, qui nous permettait de créer des softwares et des applications mobiles avec des avantages notamment fiscaux en termes de visa administratifs énormes. Et donc, on a réussi à obtenir cette licence-là. Il restait à mettre en place tout ça. Nous, on n'avait pas d'expérience particulière dans les logiciels. On n'avait que de l'expérience dans l'Internet. Et puis, le hasard a fait qu'on a rencontré Marine. Je pense que l'entrepreneuriat, c'est aussi pas mal des fois de hasard, de chance, de rencontres. Et Marine qui était experte de tout ce qui était développement mobile, développement web. Et donc, elle cherchait aussi quelque chose de plus entrepreneurial. Et donc, nous, on a mis un petit peu ensemble nos compétences de création, management d'entreprise qu'on avait avec Max, avec les compétences de Marine en gestion de projet web et mobile. Et puis, ça a donné ce beau bébé qui est SomTime Labs et qui aujourd'hui développe donc ses sites et ses applications mobiles pour nos clients. Très bien. Justement, SomTime Labs a une particularité. Vous voulez en parler ? La particularité, oui, de notre agence, de SomTime Labs, elle réside, je pense, dans le fait qu'on est complètement dématérialisé. Donc, à différents niveaux, comme disait Marine, nos clients ils sont principalement français, mais on a aussi des clients thaï. Mais on sert nos clients français depuis la Thaïlande, ce qui, à premier abord, peut paraître pour des clients pas forcément évident, mais nous, on essaye de contrecarrer un petit peu cette contrainte-là. Et puis, notre équipe est complètement aussi libre de travailler d'où elle le souhaite, avec une flexibilité. Donc, je pense que c'est aussi une particularité de notre agence. On a des bureaux ici à Bangkok, mais ils sont souvent vides car nos développeurs et puis notre équipe technique ou de management travaillent un peu d'où elles le souhaitent. Donc, ça peut sembler aussi une particularité, mais finalement, c'est un modèle sur lequel nous, on est complètement habitués. C'est devenu notre norme et notre modèle de fonctionnement. Et puis, on se rend compte aussi que même dans les entreprises plus classiques, un bon nombre des échanges aujourd'hui se fait aussi par le chat, par le mail, même quand on est au sein de la même entreprise. Donc aujourd'hui, le modèle qu'on a nous avec nos équipes est certes un petit peu atypique, mais il est complètement en phase aussi avec les technologies d'aujourd'hui et ce que nous permet un petit peu le monde du travail d'aujourd'hui. Très bien. Comment on gère justement la relation client quand on travaille tout le temps à distance avec eux ? Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques à avoir ? Je dirais que le plus important, c'est d'avoir une bonne connexion Internet, a priori, et surtout de l'organisation. Disons que la relation client reste, en tout cas dans ce secteur-là que je connais et dans le cadre de développement de projets IT, où effectivement on est en contact avec des clients parfois pendant 6 mois, 1 an, de manière régulière. C'est finalement les mêmes process qu'en France, sauf qu'on a tout digitalisé. Donc plus de rendez-vous en face à face, mais plus de meetings réguliers sur Skype. Plus trop de points projets dans lesquels on monte l'avancée des projets, mais par contre des partages d'outils permettant de tester les projets de manière plus approfondie et de suivre l'avancée du projet pour le client jour après jour. C'est une histoire d'organisation. Et c'est vraiment la digitalisation de tout ce que j'avais l'habitude de faire en France, mais à travers des outils dont on pourra reparler. Et ce dont je me suis rendu compte aussi, c'est que les clients avaient souvent
avaient besoin de se sentir rassurés plus qu'en France. Donc voilà, encore une fois ici, ça se traduit de mon côté par plus de réunions, plus de reporting de mails par semaine, par mois. Voilà, un suivi de planning vraiment très très strict. Encore plus qu'en France, en fait. Après, je sais que dans l'esprit, aussi bien côté gestion de projet que côté client, on peut se dire que dans ces cas-là, le côté humain est un peu perdu dans le cadre de la relation client. En fait, pas du tout. La distance va pas empêcher la création d'une relation amicale parfois et agréable avec le client, même si c'est à travers des outils digitaux. Donc voilà, pour résumer, beaucoup d'organisation, plus de présence et des retours très clairs à faire aux clients. C'est intéressant le point de vue que vous avez avec vos clients et comment ça se passe au niveau de votre équipe pour la gestion et le management de vos équipes? De notre côté, quasiment toute la boîte est en remote en fait. C'est un parti pris. On utilise aussi beaucoup d'outils ensemble avec donc moi directement avec les développeurs, l'équipe commerciale. On échange quasiment à 90%, je dirais, sur Slack. C'est de la messagerie instantanée, mais très évoluée. Ça permet de créer des channels par projet, channels par groupe. On peut relier à cet outil des outils de développement, des outils de testing, des reporting de tâches, des tracking, etc. Donc c'est vraiment très complet. Moi, c'est vraiment par ça que je passe. Et quand il est question de pure gestion de projet, on utilise des outils de gestion de projet dédiés qui permettent de créer des tableaux de tâches avec des suivis tâche par tâche entre tâches à faire, tâches en cours, tâches terminées, tâches à tester, et on fait des allers-retours en fait avec ces tâches-là pendant les projets. Après, moi, ce que j'aime bien quand même, après voilà, c'est de mon expérience, elle est propre à chacun, mais je pense que c'est important, même si on aime bien le remote, même si on sait y faire et que ça fonctionne très bien. Moi, j'apprécie avoir des réunions quand même. Alors, c'est pas toutes les semaines, c'est pas tous les mois, mais parfois, avec les développeurs, on fait un point tous ensemble. Ça permet de se voir, ça permet quand même de garder un rapport humain au management qui, pour moi, est nécessaire. Donc aujourd'hui, c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc avec 90% d'échanges avec des outils de communication online. Et le reste, on essaie de se voir quand il y a, pas que quand il y a des problèmes, mais aussi pour la cohésion interne. Je pense que c'est bien. Ça permet aux développeurs de se connaître. Ça permet à moi, en tant que manageuse, qu'ils me connaissent aussi de visu. C'est important. Très bien. Justement, vous travaillez avec des personnes de différentes nationalités. Est-ce qu'il y a des différences en termes de mindset, par exemple, ou de façon de travailler? Il y a des grandes différences. Je pense que on a des différentes manières de réfléchir et de voir les choses, notamment dans le monde du travail, en fonction de où on vient et de où on a grandi. Et c'est vrai qu'il y a une grosse différence culturelle, par exemple, entre la France et la Thaïlande, entre la culture française et la culture thaï. Donc oui, en effet, quand on manage une entreprise multiculturelle, c'est un paramètre qu'on prend bien en compte. Par exemple, c'est vrai qu'en entreprise en France, on a l'habitude de débattre, d'émettre un avis, d'écouter l'avis contraire, et c'est ça qui fait avancer le débat et qui fait avancer souvent les projets. En Thaïlande, par exemple, il faut être beaucoup plus subtil. Contredire quelqu'un, même si c'est fait de manière très polie, c'est souvent vu presque comme une insulte. Il y a une notion un peu de perdre la face, par exemple en Thaïlande, qui est importante. C'est la chose qu'il faut absolument pas faire. Donc ici, on doit être beaucoup plus peut-être subtil dans la communication qu'on a avec les personnes pour leur faire comprendre que faire passer des idées ou faire passer le débat, mais une forme un petit peu plus consensuelle, je dirais. Il y a des choses qui sont anecdotiques aussi qu'on entend souvent à travers l'Asie, mais qui sont vraies. En Thaïlande, les gens, ils ont du mal, par exemple, à dire non. Donc, quand quelqu'un est pas d'accord, il faut savoir lire un peu ces non entre les lignes. Dans des oui, des fois, qui sont un peu des oui crispés, ou des oui mais, ou dans un comportement non verbal. Donc tout ça, ouais, ce sont des différences culturelles qu'on apprend au fur et à mesure du temps quand on est installé dans une autre culture, mais qui se dépassent au final facilement. Et il faut juste un petit peu comprendre comment ça fonctionne ici. Et du coup, vous utilisez quoi comme outil pour votre organisation? Alors, comme je disais un peu plus tôt, en interne, essentiellement donc Slack pour échanger au quotidien. Et avec les clients, on va utiliser Skype, WhatsApp et Line, qui est très très utilisé ici. Donc ouais, il y a beaucoup de clients maintenant, même en Thaïlande, je vois, qui préfèrent en fait plutôt qu'on s'échange des mails, ils vont me fournir des documents directement sur WhatsApp, par exemple. Même le mail devient moins le premier outil à utiliser avec ses clients. Et puis après, tout ce qui est partage de documents, on est assez standard, on utilise Drive et ça marche très bien. Après, pour la partie project management pure, tout à l'heure j'expliquais un peu le fonctionnement, donc par tableau, avec des tâches attribuées, etc. On utilise Taskworld qui fonctionne très bien,
qui permet de vraiment suivre l'avancée de ces projets, de générer des plannings, de générer des trackings de temps par développeur pour derrière ajuster nos estimations pour les projets d'après, faire évoluer l'équipe et la manière dont on va traiter les tâches, etc. Donc c'est très bien et ça permet de créer des tâches par développeur, par priorité, avec tous les documents nécessaires à l'intérieur des tâches et de suivre l'avancée du projet clairement là-dessus. Selon vous, c'est quoi justement les limites de ces outils ou qu'est-ce que vous avez pu voir comme limite à ces outils-là? Alors, côté client, j'ai pas vraiment de limite à mettre en avant, en fait, parce que à partir du moment où le client est éduqué à l'utilisation de ces outils, tout se passe très bien et ça leur convient. Et derrière, ils s'adaptent à partir du moment où on explique concrètement comment les utiliser, on leur fournit des docs d'utilisation, etc. Et tout se passe très bien. Donc, j'ai pas vraiment de limite pour le moment à mettre en avant avec le client. Je dirais juste, comme je disais un peu plus tôt, la partie management en général, je trouve que c'est bien de garder un côté humain et j'adore l'utilisation des nouvelles technologies. Je suis super fan du travail remote, mais l'être humain, c'est bien aussi. Et de temps en temps, je trouve que c'est pertinent de revenir aux fondamentaux et de faire des réunions où on se voit. Et justement, on va parler un peu de digital nomadisme. Quelles sont les difficultés qu'on rencontre quand on se lance à l'étranger? Et est-ce que vous auriez pas des conseils pour justement les éviter? Je dirais que ça dépend vraiment des pays dans lesquels on se lance. Il y a des pays où il est sûrement plus difficile que d'autres d'entreprendre. Je dirais qu'en Thaïlande, on a quand même de la chance parce que c'est un pays où l'entrepreneuriat est plutôt facile. Il y a peut-être même de nombreux avantages qu'on n'aurait pas forcément en France, sur le plan administratif, sur le plan des incitations aussi. On en parlait tout à l'heure, des incitations fiscales que nous ont donné le gouvernement pour investir dans les nouvelles technologies ici, par exemple. Il y a moins de paperasserie administrative, beaucoup de démarches sont déjà dématérialisées. Au niveau bancaire aussi, on a des applications mobiles qui nous permettent facilement de gérer le bancaire au sein de l'entreprise. Donc oui, il y a des facilités aussi dans certains pays, il y a des contraintes, mais il y a des facilités. Et par contre, pour revenir un petit peu peut-être sur les contraintes, c'est au début quand on arrive dans un nouveau pays, on connaît pas forcément les rouages un petit peu administratifs, juridiques. Donc je pense que le plus important déjà c'est de se connecter un petit peu avec la communauté, je dirais expat. On a la chance par exemple à Bangkok nous d'avoir une communauté expat française et internationale, notamment d'entrepreneurs qui est très développée. Donc ce qu'on fait nous beaucoup c'est de s'entourer, demander des conseils aux gens qui sont là depuis bien plus longtemps que nous et qui sont passés par les mêmes étapes que nous. Je pense que le réseau dans ce cas est vraiment un avantage énorme. Et je conseillerais à tout le monde qui s'installe à l'étranger et qui veut entreprendre de se tourner vers le réseau des entrepreneurs et des entrepreneurs internationaux du pays. Et puis d'être bien entouré aussi juridiquement. Je pense que il y a des risques des fois d'investir, de mettre de l'argent par exemple dans un pays qu'on connaît pas. Je pense que d'avoir un bon avocat qui nous aide à monter une structure, pour nous, ça a été un élément assez essentiel en fait de la réussite du projet aussi. Ok. Avant de se quitter, on va passer au Flip and Curious. Un invité que vous me conseillez? Je pensais à une personne qui est assez intéressante, qui est dans l'univers aussi du web, du digital nomade et qui est un espèce de serial entrepreneur, je dirais. C'est un ami qui s'appelle Kevin Jourdan. Il a monté plusieurs sites internet. Il a monté aussi une offre de formation à destination justement des gens qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat sur internet. Donc qui t'aide à monter un site internet et à le rendre profitable. Et puis récemment, du coup, il a lancé une plateforme qui permet, je pense, de réaliser un peu le flip. C'est-à-dire que c'est une plateforme d'achat-vente de sites internet ou d'applications mobiles pour ceux qui auraient réussi dans le secteur et qui voudraient, par exemple, revendre leur activité, donc qui voudraient passer à la next step. Ou pour quelqu'un qui souhaiterait entreprendre, mais pas passer par la case tout relancer depuis le début. Donc voilà, c'est peut-être une personne que je pourrais te recommander pour un prochain podcast. Merci Julien. Un retour à Paris ou on continue à sillonner le monde, Marine? Non, pas de retour à Paris. Alors, j'adore rentrer en France et je continuerai d'y repasser tous les 5-6 mois pour voir sa famille, ses amis, etc. Parce que c'est aussi l'autre côté quand on est digital nomade. On est un peu loin aussi de ses proches parfois. Mais non, pas de retour en France long terme en tout cas. Pour le moment, je me vois rester un petit peu en Thaïlande ou en tout cas en Asie encore quelques temps. Et dès que l'opportunité est possible, notamment ce qui se passe aujourd'hui, j'adorerais parcourir l'Amérique du Sud. Et prendre mon ordinateur, Internet et mon sac à dos et puis continuer l'aventure sous Time Lab depuis l'Amérique du Sud par exemple. Merci beaucoup. En fait, votre prochain grand flip, c'est pour quand? Alors, bonne question, mais je pense qu'il faut toujours avoir des grands challenges et une vision un petit peu à moyen, long terme.
Non, je dirais que pour nous, le prochain grand flip, c'est peut-être pour ma part, en tout cas, il est en cours de lancement et devrait voir le jour un petit peu, je dirais peut-être l'année prochaine. Ça concerne pas que Somtam Labs, mais un petit peu les 3 sociétés que je co-dirige. L'idée pour moi, c'est que je suis en train d'essayer de mettre en place pas mal de process aujourd'hui pour me gagner du temps et pour pouvoir relancer de nouvelles activités. Quand on a plusieurs activités ou même une seule entreprise, on passe de plus en plus de temps des fois sur l'opérationnel, la tête dans le guidon. Donc aujourd'hui, je suis en train un peu de préparer le terrain pour déléguer au maximum toute cette partie entrepreneuriale, comme Marine par exemple, qui elle gère presque principalement toute seule les opérations aujourd'hui de Somtam Labs. Et le grand flip, pour ma part, prochainement, ce serait en 2021 de relancer une ou 2 nouvelles activités. On a des petites idées en tête, donc affaire à suivre. Merci beaucoup à vous. Merci d'être venu en tout cas dans Flip. Merci à toi Serge de nous avoir reçus et permis de partager un peu l'expérience de notre aventure entrepreneuriale en Asie avec Somtam Labs. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir écouté Flip. Je vous donne rendez-vous à très bientôt. Au revoir. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et vous, le grand flip, c'est pour quand ?